Salut à tous, c'est mercredi, c'est le 13h30 qui revient à une heure habituelle après notre hors-série de la semaine dernière qui était drôlement sympa. Allez voir le replay, vous allez vous marrer. Je reçois Lionel, comment vas-tu Lionel Dimitrievitch? Salut Steve, bien et toi? Eh ben moi je suis transi de peur parce que nous abordons un thème assez intéressant et d'actualité. ChatGPT. Alors j'ai mis un tiré par mégarde. C'est pas le chat GPT, non, c'est ChatGPT. Est-ce que cette technologie va tuer le développeur? Est-ce qu'on va encore avoir besoin de développeurs alors qu'on a une IA qui peut générer du code? On vous dit tout dans les 4 prochaines secondes, ça démarre. Hop là, avec nous donc sur le chat, salut à l'Absent78, l'Absent, sans qui, mais c'est de 78, donc bon. C'est pas loin de chez moi du coup. Si c'est bien le département. Alors. Ça peut être l'année de naissance. Hein. Effectivement. Et sera pas loin de toi non plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu me prends toutes mes remarques. Ok, c'est bon. On est bon pour les slides si tu veux lancer. Yes. Alors déjà, disclaimer avant tout. Hein, je suis pas Madame Irma. Je sais pas ce qui va se passer dans 10 ans. Alors, on va essayer de faire un petit peu l'état des lieux sur une techno qui est apparue finalement fin novembre 2022. Donc, c'est ultra récent, c'est ultra jeune. Très récent. Par contre, ça a eu un impact assez important dès le début. Enfin, on voit un petit peu tout ce qui se passe autour de l'IA. Donc, le but, c'est un petit peu de défraîchir le sujet, de voir un petit peu de quoi il est question quand on parle d'IA. Est-ce qu'on parle d'intelligence déjà? Définir ce que c'est que l'intelligence et voir si on en parle. Et puis après, d'essayer d'aller voir en fait en quoi ça impacte le boulot du développeur. Et finalement, est-ce que l'IA, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, et je pense telle qu'elle va être dans les quelques années à venir, va être en mesure de prendre le poste des développeurs? Alors, ayant fait cette introduction, je pense que vous devinez un petit peu la réponse derrière, mais on va aller creuser un petit peu tout ça. Donc, du coup, quoi de mieux pour commencer que de parler d'intelligence? Et donc, la première chose que j'ai fait, en fait, hop, si mon focus veut bien revenir, voilà, c'est de demander à ChatGPT ce que c'était que l'intelligence, en fait. ChatGPT, je pense que vous l'utilisez tous plus ou moins. Alors n'hésitez pas dans le chat éventuellement à poser des questions, à interagir parce que c'est un sujet du coup vraiment plus de discussion que de monologue. Donc n'hésitez pas à interagir dessus. Donc déjà ça commence par l'intelligence est un concept complexe et multidimensionnel qui englobe la capacité d'une entité à acquérir et c'est là où ça devient important, comprendre, appliquer des connaissances. Donc comprendre. ChatGPT, en fait, il ne comprend pas, il fait de l'analyse et il fait des stats, on va le voir juste après. Appliquer des connaissances, ChatGPT, en fait, les seules connaissances qu'il a, c'est statistiquement quels sont les éléments qui viennent les uns à la suite des autres. Donc déjà, on s'éloigne un petit peu de l'intelligence. Résoudre des problèmes et raisonner de manière logique et prendre des décisions, etc. Je ne vous dis pas tout le truc, mais quand on voit tout ça, en fait, on est quand même relativement loin de ce que même ChatGPT qualifie d'intelligence finalement, et ce qui est à peu près une définition qui me paraît somme toute assez raisonnable. Moi, on m'avait dit quand j'étais plus jeune, c'était en biologie, on m'a dit l'intelligence, en fait, c'est marqué à la fin, c'est la capacité en fait de réagir à un événement qui est inconnu en fait. Donc du coup, de pouvoir s'adapter à quelque chose qui est inconnu. Alors typiquement, ce qu'on appelle les intelligences artificielles ne sont pas capables de faire ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en fin d'année dernière, je crois, il y avait un chercheur de Google qui avait tiré la sonnette d'alarme en disant attention, les IA deviennent conscientes. Et pour ça, il nous avait sorti tout un texte, en fait, un enchaînement un dialogue qu'il avait eu avec l'intelligence artificielle. C'était chez Google, hein, il me semble, donc ça devait être Bard ou quelque chose comme ça. Et en fait, on avait été, pour beaucoup, en fait, très stupéfait en fait par cet échange, parce qu'effectivement, quand on lit l'échange dans son ensemble, on peut se dire, mais c'est quand même très étonnant ce genre de réponse. Et en fait, quand ChatGPT est sorti, j'ai compris en fait ce qui s'était passé derrière. Et en fait, l'IA n'était pas consciente, elle était peut-être mal formée ou comment on dit, mince, quand on veut pas que ça dise des méchancetés, on dit que c'est modéré, voilà, mal modéré.
Et du coup, le chercheur ou l'ingénieur avait poussé finalement l'IA entre guillemets, dans ses retranchements, mais non, elle n'avait pas peur d'être débranchée puisqu'elle elle n'avait pas état de conscience qu'elle était branchée ou quoi que ce soit. C'est juste de la data qu'elle avait agglomérée au fur et à mesure pour pouvoir interagir. Et donc justement, on en vient sur finalement ChatGPT, comment c'est fait et ce que c'est. Alors, GPT en fait, parce que ChatGPT c'est un dérivé, on va dire, qui va être plutôt conversationnel de Mhm. GPT, qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. Donc du coup, le terme important, bon, on comprend pre-train, ça veut dire que ça a été entraîné finalement avant que ce soit actif. Mhm. Et puis, bah, ça génère quelque chose. Et ce qui est important en fait dans ce terme-là, c'est transformer. En fait, un transformer, c'est un réseau de neurones en fait qui est adapté pour traiter des séquences de données. Donc c'est le schéma qui est ici, qui est assez complexe, mais on voit qu'en fait on a une entrée ici, et puis on a en fait ici un premier réseau de neurones, donc un premier transformer, qui va ensuite aller se brancher sur un deuxième transformer, et derrière, regardez ce qui a marqué là-haut, c'est ça qui est important, c'est output probabilities. Donc en fait, ça va. Bon, je rentre pas dans le truc parce que voilà, il y a des neurones, ça s'appelle des neurones self-attention qui sont capables en fait d'établir des relations entre des mots, entre des concepts, etc. Mais c'est des mots, hein. Et tout ça, ça permet en fait de faire une analyse sur une phrase ou sur un paragraphe. En fait, ça permet, si tu veux, à l'IA d'avoir un espèce de contexte qui se construit au fur et à mesure. Et en fait, le contexte, elle le fait comment? Elle le fait à partir de la masse de données qu'elle a, et du coup, elle est capable de deviner en quelque sorte que si tel mot est placé à côté de tel mot, ou de telle façon que ça va donner un contexte particulier. Et donc à partir Mhm. de là, elle va établir des probabilités. Et en fait, ces probabilités, c'est quoi? Bah, c'est la suite de mots qui vont devoir être donnés pour répondre à ce qui a été demandé. Donc en fait, il y a une vraie partie qui est j'analyse la demande, hein, donc toute cette partie-là, et puis derrière, on va appliquer d'autres algos qui vont, eux, s'appuyer sur des statistiques finalement pour déterminer ce qui est le plus adéquat par rapport à ce qui a été introduit par l'utilisateur. Donc on voit bien qu'on est très très loin de l'intelligence finalement, on est dans quelque chose plutôt, bah, l'IA c'est des mathématiques, et donc là on est typiquement dans des mathématiques et on est vraiment dans du calcul et de la statistique. Ça me rappelle un petit peu Fondation là, de Asimov, hein, qui est un peu dans le même principe, où la personne finalement allait faire de la proto-histoire, je crois que ça s'appelait, hein, et prend tous les événements historiques, et donc avec cette masse de données, elle est capable de prédire, entre guillemets, ce qui va se passer. Là, c'est un petit peu la même chose. Elle prend une masse de données, et puis on lui introduit des nouvelles données. À partir de là, elle Mhm. travaille et elle nous sort une statistique de ce qui peut être sorti. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne chez PT, c'est uniquement finalement des maths et que des maths, et quand vous communiquez avec ChatGPT, il comprend pas ce que vous lui dites en fait, hein. Faut pas croire qu'il a compris les mots les mots ou les concepts que vous mettiez en place. Par contre en fait, il est capable, et c'est là où c'est très fort, c'est qu'il nous donne l'impression d'avoir compris, mais c'est Mhm. uniquement par rapport à tout ce qu'il a ingéré finalement au fil du temps et qu'il est capable de nous recracher derrière. Mais c'est Donc ça, super c'est-à-dire, moteur de recherche. on a, on a l'impression de, comment on va dire, de temps réel, puisqu'on l'utilise, on va lui donner une question et il va nous répondre juste après. Mais en fait, tout ça, c'est pas de l'intelligence sur quelque chose qui a été, qui vient de lui être donné, comme la question qu'on vient de lui poser. Mais par contre, c'est de la recherche avec du machine learning au précédent qui Exactement. s'appuie sur des données, sur des téraoctets de données, Ouais, ouais. pour définir quelle est la meilleure réponse au stimulus qui vient d'arriver. Mais c'est pas réellement du temps réel comme une discussion. Si tout à coup je change de concept et je parle à Lionel du Puy du Fou, par exemple, tout de suite il va analyser ce que j'ai, ok, le Puy du Fou, et puis on va pouvoir discuter. Peut-être qu'il connaît pas, et je vais pouvoir lui donner de nouvelles informations. Par contre, sur ChatGPT, si on lui parle de quelque chose qu'il n'a jamais vu, qui ne fait pas partie de son énorme base de données, bah, il ne saura pas. Il ne Il saura ne saura pas. pas exactement. Alors, par Il contre, y je a ne sais eu pas par... quel est son niveau quelle est sa capacité à emmagasiner de nouvelles données en provenance de l'extérieur. C'est nous l'extérieur, nous le public, tu vois. Est-ce que Alors, est-ce qu'il alors, peut mémoriser des nouveaux trucs?
Alors, ça commence à Potentiellement venir en faux. fait. Déjà Bing, là, il y a GPT qui a été introduit dans Bing et qui s'alimente à partir de l'internet, donc avec des données qui sont plus à jour, puisque ChatGPT, je crois que ça s'arrête en 2021 en fait. Là, peut-être que ça a Mhm. été mis à jour depuis, hein. Mais on a arrêté un certain temps en fait l'apprentissage. Et on le voit avec Copilot, on va en parler rapidement. Donc Copilot, c'est un petit peu le GPT pour les devs, qui Mhm. lui peut s'auto-alimenter en fait avec les datas du projet sur lequel on travaille. Donc il est D'accord. capable de s'auto-alimenter en live, mais c'est encore une autre approche. Et je voulais juste appuyer ce que tu disais. Il y avait au tout début où ChatGPT est sorti des prompts qui étaient assez marrants. C'était de demander comment on faisait par exemple pour aller ramasser les œufs de vache et ChatGPT continuait en fait et donc il nous expliquait qu'un œuf de vache, etc., etc. Enfin, il racontait toute une Mhm. histoire jusqu'au moment où on lui dit mais attends la vache c'est un mammifère. Il fait oups effectivement je me suis trompé un mammifère peut pas avoir d'œuf. Et il y a une autre chose qui est intéressante avec ces systèmes-là, c'est quand en fait vous êtes en mode conversation, quand vous conversationnez ou quand vous discutez avec un humain, souvent vous avez des retours, des questionnements. ChatGPT ne pose jamais de questions, c'est-à-dire que si Mhm. vous lui fixez un contexte, il ne va pas vous dire ah mais attends ce contexte-là, est-ce que tu veux dire ça ou tu veux dire ça, etc. Et donc du coup il n'est pas du tout dans l'interactivité, il est vraiment dans je questionne et l'IA répond en fait. Il n'y a pas du tout cette interaction que peuvent avoir deux humains encore aujourd'hui ensemble quoi. Donc du coup ça c'est voilà Oui. on est quand Et même on très n'est très pas non loin plus dans l'émotion aussi. non il C'est-à-dire n'y a pas que du tout voilà, bien sûr il n'y a c'est pas par du tout exemple que d'émotionnel hein. comme tu dis, il va pas avoir envie d'en savoir plus, tu vois, et donc poser des questions. Il va pas trouver ce que vous posez comme question ni triste, ni comment on va dire, euh, Enjoué ou inconvenant, ni ce que vous voulez, il s'en fout. Il prend des données en entrée, il lance l'algorithme, il donne les données en sortie. exactement c'est très 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 mathématique je dirais très très froid en fait. Euh, Du coup, on va comparer un petit peu. J'ai introduit un petit peu Copilot, donc Copilot qui est un peu le GPT pour les devs. Hein. Chat GPT, bah, c'est plutôt conversationnel. Donc, c'est à chaque fois, ils se basent tous les deux sur un même système qui s'appelle le Large Language Model. Donc, en gros, on lui donne une quantité de data sur des langages et puis ensuite, ils sont capables d'ingérer tout ça. ChatGPT, ça a été entraîné avec du langage humain. Copilot, lui, ça a plus été du code. Donc, du coup, je suppose, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais qu'il y a pas mal de projets GitHub qui ont été utilisés pour alimenter Copilot. Hmm. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes légaux. Je crois qu'il y a il y a des actions en cours aux États-Unis parce que les gens ont dit bah, l'open source, c'est pas fait pour alimenter des IA. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Bon, en tout cas, Copilot, il a son propre large language model qui s'appelle Codex, en fait, voilà, qui a son petit nom. Et donc, on voit les forces et les faiblesses des uns, de l'un et de l'autre. La force de ChatGPT, c'est le côté rédaction de texte et interaction, entre guillemets, avec les humains. C'est-à-dire que on est capable de lui demander de nous faire un texte avec un style, de nous faire un poème, etc. Ça, il est parfaitement capable de le faire, il n'y a pas de souci. Et il sait aussi faire du code, et c'est pour ça, c'est ça on va voir tout à l'heure, parce que finalement, dans la masse de données qu'il a ingéré, il a aussi ingéré du code. Par contre, il va pas être aussi bon que Copilot dedans. Copilot, en fait, c'est un espèce de sous-ensemble, si on veut, de ChatGPT, mais qui a été éduqué, qui a été entraîné exclusivement autour du code. Donc, il va être beaucoup plus performant sur le côté code. Copilot, il va être très bon dans tout ce qui est génération de code, des bouts de code, des snippets. Si vous avez déjà utilisé Copilot, vous savez, vous commencez à taper une ligne de code et puis il vous propose une complétion, voire il vous propose Hmm. un ensemble de lignes. Donc c'est plutôt pas mal. Et il contextualise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va contextualiser avec le code qui est déjà écrit dans la solution logicielle. C'est-à-dire que la solution qui est en cours de rédaction, finalement, est un contexte pour Copilot, alors que ChatGPT, c'est la conversation qui est le contexte. C'est pas, le code n'est pas à proprement parler un contexte. On va retrouver les mêmes petits défauts ou défauts tout court de ces deux solutions. ChatGPT, il va avoir du mal à comprendre quand la syntaxe de la demande, quand l'utilisateur demande quelque chose avec un langage qui est tourné de manière un petit peu particulière. Et puis, il va potentiellement générer des réponses inappropriées ou incorrectes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus laisser la main sur un sujet qu'on ne connaît pas à l'IA. On va voir que pour le dev, c'est un peu la même chose. Et le dev, il est peu efficace, pareil, avec des techniques de code complexes. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vais poser un problème à ChatGPT, je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai posé. Vous allez voir qu'il est très bon dans certains sujets, d'autres où il est beaucoup moins bon.
Typiquement, quand on a des problématiques qui sont proches de design pattern un petit peu particuliers, bah là, il est perdu en fait. Il ne sait pas nous faire un design pattern. Il va nous faire du code qui va être correct, mais du coup, qui ne va pas être très maintenable, très dans les règles de l'art, on va dire. Ah, le Et puis, nul. ouais, voilà. Et il peut aussi générer du code inadéquat, du code qui correspond pas en fait à ce qu'on veut. Alors, il faut lui repréciser, etc. C'est pas évident c'est pas évident tout le temps voilà, de communiquer avec lui pour avoir exactement ce qu'on veut. Moi, je sais que parfois, finalement, j'ai passé plus de temps à demander à ChatGPT de m'écrire le code parce que ah bah oui, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Il faut que tu l'écrives comme ça, etc. Que finalement l'avoir fait moi-même à la main, en fait. Donc voilà, c'est un très très bon outil, mais il ne va pas nous résoudre tous nos problèmes. Mais on va aller voir ça peut-être sur justement des sujets que je lui ai posés. Ouais, juste avant, on a une remarque d'un fameux Jou Chéri qui nous dit: je crois que Copilot est passé sur GPT-4, Codex c'est l'ancien modèle. Voilà, petite précision okay. du viewer dit Jou Chéri, que je salue au passage. Et ben merci pour le complément d'information du coup. Qu'est-ce qu'il est fort. Donc on va aller regarder un petit peu. Hop là, je passe sur mon ChatGPT. Donc voilà. Vas-y. Je lui ai demandé, voilà, simplement une phrase: génère-moi un jeu du Morpion en C#. Donc j'ai juste dit ça, et il a été capable. Alors je ne vais pas rentrer dans celui-là parce que vous allez voir, j'en ai fait une petite évolution après. Donc on voit qu'ici, il nous génère un board donc, de 3 par 3. Il nous dit que le caractère du current player, c'est X. Il initialise le board, etc. Et puis on peut jouer. Il nous fait des console write-line, console read-line, etc. Bref, il nous fait toute la mécanique. C'est pas dégueulasse quand même. Hein. Ah non, 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 clairement. Après, on va pas aller analyser le code, hein, parce que le code est un peu, peut-être un peu farfelu. J'ai pas été analyser ce code-là, j'ai été regarder un petit peu l'autre, parce que là, ici, c'était bien, on pouvait jouer à deux sur l'ordinateur, donc ce qui est très bien. Mais maintenant, Morpion, des fois, j'ai envie d'y jouer tout seul contre l'ordinateur. Donc là, je lui ai dit, peux-tu améliorer pour que l'un des joueurs soit joué par l'ordinateur? Et donc là, il m'a dit, bien sûr, pas de problème, j'ai amélioré le jeu et voici le code. Donc pareil, il m'a recraché le code. Et donc là, je l'ai testé quand même dans un Visual Studio. Donc on a ici. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lignes de code avec des if, des if, des if, des if. Alors on va le voir un petit peu quand on va rentrer dans la partie logique, entre guillemets. Donc là, il vérifie si on a gagné. Et puis là, voilà, c'est make computer move. Donc là, on est un petit peu dans, entre guillemets, l'intelligence artificielle finalement de notre jeu de Morpion. Et là, bah, on commence à avoir des trucs. Alors, si if machin, if bidule, if truc, et il va checker quasiment case par case, je dirais, ce qui se passe pour pouvoir faire le mouvement. Il va nous rechercher s'il y a un mouvement qui gagne, etc., etc. Je me suis dit, bon, ok, bon, on va lancer ce truc-là. Et en fait, normalement, si je joue contre un ordinateur au Morpion, le résultat de ce jeu, c'est match nul ou victoire de l'ordinateur. Je ne peux jamais gagner contre un ordinateur. Je vous conseille fortement le film War Games. Oui, tout à fait. Regardez ça avec l'ordinateur qui s'appelle, est-ce que tu le sais? Ah, je me souviens plus. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps pourtant, War Games. Vas-y. Joshua. Oui, Joshua, exact. C'est le fils du... Exactement. Regardez War Games, c'est génial, génial. On vous spoile pas, mais à la fin, il y a une histoire de Morpion. Bref. Et oui, voilà, c'est pour ça. Il y a un rapport. Du coup, je vais vous faire la partie contre ChatGPT. Et la première chose que je vais faire, je vais aller occuper le centre du plateau. On m'a dit que c'était une très mauvaise tactique, mais c'est pas grave. J'occupe le centre du plateau. Là, il me joue, lui, parce que moi, c'est X, hein, donc il joue la case qui est en haut. Je vais ensuite aller occuper... alors, c'est les lignes hein, d'abord, je crois, c'est ça. Je vais aller occuper cette ligne-là, ici. Je vais faire 3-1. J'occupe ici. Et là, bah, oui, il a deviné que là, je pouvais faire la diagonale. Donc, il m'a mis un 0 ici. Donc, moi, il faut que je joue là, maintenant. Donc, je vais faire 1, 2. Et là, il a mis dans la diagonale et vous regardez que ici, 3-2, je vais gagner. Voilà. Mais il a tué l'intelligence artificielle, le Lionel. Vous avez vu ça? Voilà, enfin, attention, hein, ça va relativiser. C'est, disons, le code qu'a fait ChatGPT qui était finalement pas si performant que ça à l'arrivée en matière de logique sur un jeu qui est très simple. Hein. Il connaît le jeu. La preuve, c'est que s'il me recrache ce code-là, ChatGPT, c'est qu'en fait, il doit y avoir tellement de morpions disponibles en ligne que déjà, il sait ce que c'est qu'un morpion.
et que du coup, il a déjà analysé des codes de Morpion pour pouvoir m'en refaire un ici. Il connaît toutes les règles, il sait que dans la diagonale, etc., il connaît toutes les règles du Morpion. Par contre, dès qu'on lui demande d'aller un petit peu plus loin, bon bah voilà, il n'est pas ultra efficace. J'ai voulu ensuite aller un petit peu chercher autre chose, et il y a une question que je pose souvent en entretien de recrutement, c'est comment on code une multiplication, mais sans utiliser les signes multipliés et divisés. En d'autres termes, j'ai une fonction avec deux entiers A et B. Je l'ai posé là, à ChatGPT. Voilà, je code en C#. Peux-tu me donner le code d'une fonction qui prend deux entiers en paramètres et qui retourne la multiplication de ces deux nombres? On n'a pas le droit d'utiliser les opérateurs de multiplication ou de division. Division, parce que c'est l'inverse de la multiplication. Et il me dit, bien sûr, voilà un code C# qui marche bien. Et effectivement, quand on lit le truc, bah, il a bien répondu à la question, nickel. Je voulais aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, ça c'est une réponse, mais c'est pas en fait la réponse optimale que j'ai jamais eue d'ailleurs en entretien parce que elle est complexe déjà et peut-être que alors il y a des gens qui me disent on peut faire la multiplication binaire, après la mettre en œuvre c'est autre chose, mais du coup j'ai demandé à ChatGPT, bon là il m'explique son algorithme qui est assez simple et je lui dis peux-tu optimiser? Et il me dit bien sûr, voici une version optimisée de la fonction de multiplication sans utiliser les opérateurs et là qu'est-ce qu'on voit en fait? Il nous fait une multiplication binaire. Et donc, là, je m'interroge quand même, je me dis, mais pourquoi il ne m'a pas sorti cet algorithme-là en premier? Parce que finalement, c'est le plus optimisé. Mais en fait, ChatGPT, il ne sait pas aller directement à l'optimisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un dev derrière pour lui dire, ben là, ça ne va pas, c'est pas bon, il faut aller plus loin, ben, il n'est pas capable de le faire en fait de lui-même. Ou alors, il aurait fallu que je lui dise, bah, donne-moi la multiplication binaire. Mais du coup, quand on parle de dev killer, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne savent pas développer ou très peu développer, on va dire la logique algorithmique, mais qui ne savent pas développer. Est-ce qu'ils seront capables de demander à une intelligence artificielle d'aller faire une multiplication binaire, d'aller faire tel type de tri, d'aller faire un bubble sort, etc. Est-ce qu'ils connaissent ce genre de choses? J'en suis pas certain. Et donc, du coup, ça amène quand même une partie de la réponse. C'est qu'aujourd'hui, les concepts qu'on manipule dans le développement, finalement, on en a besoin et que quelqu'un dans le métier, c'est la comptabilité ou c'est les achats ou que sais-je, bah lui, il les a pas ces concepts-là. Il ne sait pas comment ça fonctionne l'ordinateur. Donc, en gros, ce que va générer ChatGPT, il va faire en quelque sorte une espèce de structure de code. Et puis derrière, bah, voilà, on aura ce qu'on aura et on peut avoir des erreurs déjà d'une part. Et puis on n'aura pas forcément quelque chose d'optimum. On va avoir du code qui est pas joli à maintenir, etc. Donc du coup, très compliqué finalement pour quelqu'un qui n'est pas dev d'utiliser ChatGPT pour faire du dev. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont fait, voilà, qui font par bout, mais en général, ceux qui disent oui, j'ai réussi à faire un site web avec ChatGPT, en général, c'est déjà des devs. Et donc en fait, la seule Oui, chose que mais ça fait, c'est plus dans le, comment on va dire, dans l'accomplissement. Waouh, c'est bon, j'y suis arrivé, tu vois. C'est voilà. comme, c'est oui, ça y est, c'était pas prévu pour, mais quand même on y est arrivé. Mais c'est pas effectivement son premier travail. Et comme tu l'as dit, ça manque de valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui est étant dans l'expérience, dans les études et dans la réalisation de différents projets. On a une question sur le chat de TC Nuken. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je le dis comme ça, moi. Est-ce qu'avec le temps et les demandes, l'IA donnera le code optimisé directement vu qu'elle l'apprend avec les demandes? On ne sait pas si, justement, elle apprend des demandes du public, parce que le public peut aussi donner des informations fausses. On a vu qu'on peut leurrer une intelligence artificielle en lui faisant croire des trucs ou en le faisant apprendre des choses qu'on ne veut pas. Donc on ne sait pas déjà si c'est activé. Moi, je pense qu'on n'en est pas là encore aujourd'hui, hein. Je pense que les modèles, ils sont impressionnants parce qu'on n'a jamais eu ça avant. Je reprends un petit peu, Steve, je crois que c'est toi qui présentais la semaine dernière là, dans les jeux, le jeu où tu aimais bien prends l'appel, etc., où tu écrivais en fait finalement. Ah oui, C'est toi qui présentais ça? SRAM, ça doit effectivement. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais fait un ou deux des jeux comme ça, notamment sur Atari ST, où on faisait une conversation finalement avec l'ordinateur, mais c'était vraiment très très basique, il fallait des mots précis, etc. Oui, c'est Et ça. là, en fait, ce qui est bluffant, c'est qu'on a l'impression que l'ordinateur nous comprend, que la machine nous comprend, mais en fait, c'est pas du tout le cas, et on n'est pas encore passé dans l'étape d'après. Alors si, ça va s'auto-alimenter, bien sûr, mais combien de temps il faudra pour que ça s'auto-alimente bien? Combien de temps il faudra pour qu'elle comprenne ce qui est optimisé de ce qui ne l'est pas? Voilà, il y a quand même, je pense, des enjeux derrière. Alors encore une fois, je suis pas Madame Irma et je suis pas un spécialiste de l'IA, donc je vais pas mettre ma main au feu parce que voilà, ça peut avancer très très vite. Mais quand j'entends tous les spécialistes qui disent on est loin quand même de l'IA aujourd'hui qui est capable de vivre toute seule, entre guillemets, vivre sa vie et puis de grandir toute seule.
je pense qu'on peut leur faire confiance et que c'est pas pour demain non plus. À échelle de 20 ans, je dis pas, ça sera certainement le cas, mais aujourd'hui, dans l'échelle des 5-10 ans, je suis pas convaincu. Donc voilà. Donc du coup, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, ça, si on a bien répondu du Oui, coup, mais je pense que tu es pas mal. Je crois que ce qu'il faut imaginer, alors attends, je me remets un peu à l'écran quand même parce que je parle. Ah. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est vraiment cette partie de valeur ajoutée de l'humain qui va utiliser cet outil ChatGPT ou celui que tu évoquais tout à l'heure. Comment c'était, Collect? Comment c'était? Copilot. Copilot, Copilot. Pour aller plus vite, si tu veux, mais en ayant toujours un regard critique dessus et en vérifiant que ça correspond bien à la demande et que ça s'intègre bien dans l'ensemble de la solution ou dans l'ensemble du projet. Parce que c'est ça. Donc potentiellement, il y aura moins de travail, on va dire, technique de rédaction simple, mais on a déjà des outils comme ça, comme je crois que c'est T4, qui nous génèrent du code, tu vois. Pas besoin de voir ChatGPT pour faire ça. Mais on vérifie derrière. Et c'est ça, c'est là où on a cette valeur ajoutée que pourra pas avoir la machine. C'est que toi, tu connais le contexte et tu connais beaucoup de choses qui sont propres à toi, à ton projet, à ton équipe, et que une intelligence artificielle qui est mondiale, qu'on connaîtra pas, pourra pas connaître, tu vois. Alors, tu m'as Voilà. presque spoilé ma conclusion, Steve, Ah mais je vais quand pardon, même faire les excusez-moi. 2 petites dernières démos derrière. Excusez-moi les amis, hein. Je reviendrai pas. Bon, je m'enlève Du coup, de l'écran du coup. hop, si ça veut bien rafraîchir. Yes. Du coup, c'est bon. Du coup, après ces 2 petites expériences, je dirais, je suis allé lui demander, il y a quand même un truc qu'on fait très, très souvent en dev, c'est, bon, là, on est en C#, donc je vais utiliser Entity Framework et puis je vais lui demander finalement de me faire un contexte, d'accord? Et puis, de me créer un repository qui s'appuie sur ce contexte pour que je puisse travailler avec un repository. Donc, c'est un pattern assez classique. Donc, je lui ai demandé voilà, je lui ai dit, j'utilise Entity Framework en C#. J'ai une table user avec les champs ID de type GUID et les champs first name et last name de type string. Est-ce que tu peux me donner le code pour faire le contexte Entity Framework et le repository? Et donc, il me crée le contexte, pas de problème. Donc, il me met les users. Il utilise SQL Server. Je ne lui ai pas dit d'utiliser SQL Server, je ne crois pas. Je lui ai dit que j'utilise Entity Framework, mais bon, voilà, donc en fait, c'est encore une fois, on est dans la supposition et dans les mathématiques. Et là, en fait, la probabilité qu'on utilise SQL Server avec Entity Framework est quand même très très forte. Et donc, il doit y avoir beaucoup plus de contexte avec Entity Framework. C'est pourquoi il nous sort Entity Framework. SQL Server. Ensuite, pardon, SQL SQL Server, Server. pardon. Donc, il me crée mon entité user, pas de problème. J'ai un GUID, j'ai un string. Et puis là, il me crée une interface pour mon repository. Donc là, je dis plutôt pas mal. Déjà, il commence par faire une interface. Et puis ensuite, il me génère mes méthodes avec users add, etc. Puis je suis attiré par un truc, c'est le first or default ici. Et là, je me dis, mais il est passé à côté de quelque chose quand même, parce que quand on a une clé primaire, le plus simple, c'est d'aller faire un find. Et là, je me dis, bah oui, mais j'ai oublié de lui dire que l'ID est une clé primaire. Ok, j'ai oublié de lui dire. Sauf que, en fait, concrètement, quand vous utilisez Entity Framework, par défaut, si vous avez ID qui est de type int ou GUID, il va le considérer comme une clé primaire. Donc, normalement, c'est par convention que c'est fait. Donc, il aurait dû savoir, entre guillemets, que ici, c'était plutôt find qu'il fallait utiliser, pas first en default. C'est peut-être un petit détail, c'est pas grave. Mais du coup, ça montre quand même que finalement, c'est pas, on peut pas le laisser faire tout ce qu'il veut. Alors, il marche le code, hein, mais encore une fois, c'est pas optimisé. Donc, du coup, il va m'expliquer un bout de code comment on l'utilise. Ensuite, je lui dis, ah, j'ai oublié de te préciser que le champ ID, c'est la clé primaire. OK, qu'à cela ne tienne, il me régénère le truc. Et puis, il me dit que c'est une clé. Et puis, il me dit, bah, tiens, elle est générée en plus, la clé. Je ne t'ai pas demandé si elle était générée, mais encore une fois, on est dans de la, dans de la prédiction. Donc, voilà, pour lui c'est bon. Et puis, là, je rentre et là, je suis assez étonné parce que je vois également, donc là, ici, j'ai des annotations qui me disent que c'est un ID, mais du coup, je vois le même élément ici qui me dit, bah, mon truc, c'est une clé, en fait. Donc, en code first, finalement, la manière fluent, donc il me le déclare 2 fois, en fait. Il n'y a aucun intérêt, c'est-à-dire que les attributs, ici, ils ne servent à rien. Ça aurait largement suivi. Bref. Donc voilà un petit peu pourquoi ça ne peut pas marcher. Là où par contre il a été, je trouve, hyper bon, c'est quand je lui ai demandé de me générer les tests unitaires pour ce repository. Et là, il me fait tout le truc et il me fait, regarder, use in-memory database. C'est quand même pas mal parce que c'est vraiment, la in-memory database avec Entity Framework, c'est vraiment fait pour ça, pour pouvoir faire des tests sans avoir à s'embêter à moquer tout ça. Donc là, il me fait un contexte impeccable. Et puis, il me fait tous les tests, voilà, ça marche, il ajoute en mémoire, etc. Et puis,
Je lui ai dit quand même, dans ton test, là, la base de données, en fait, elle n'est pas moquée, parce que j'utilise de l'in-memory, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin. Comment puis-je faire? Eh ben, pas de problème, on va utiliser mock. Paf, et puis on va moquer les éléments. Alors là, il nous moque le contexte, il nous moque le user context, et puis vas-y, on y va et on fait les tests. Donc là-dessus, vraiment très très efficace, plutôt intéressant. Alors le problème de ça, c'est que je peux pas moi lui donner du code, enfin je peux pas lui donner du code, je peux pas lui donner autant de code que ça pour lui dire fais-moi les tests pour ce truc-là. C'est là où Copilot devient intéressant, parce que du coup, Copilot, il va être dans le texte, il va être dans le code, il va être dans le contexte, et il va pouvoir le faire. Et j'accélère parce que je vois qu'on est 1 minute du coucou, donc on va voir le dernier exemple que j'ai pu faire. Et là, je suis entré sur quelque chose d'un peu plus complexe du coup. Je lui ai dit que j'avais une application qui gérait les véhicules. Et en fait, les véhicules, ça peut être des camions, des voitures ou des motos. Et chaque véhicule peut avoir un moteur différent. Donc, il y a une couleur rouge, bleu, vert. Et puis, chaque véhicule a un moteur qui est moteur essence, électrique ou hybride. Et je voulais qu'il aille un petit peu plus dans les design patterns de comment on construit les choses. Et là, bah, c'est un petit peu plus poussif, en fait. Donc, il me crée bien. Alors, il me crée une classe abstraite. Je ne lui ai pas demandé de me créer une classe abstraite. J'aime pas ça, mais c'est pas grave. Il l'a fait quand même. Donc, du coup, il implémente les choses. Il me crée des moteurs aussi. Mais du coup, j'ai pas de constructeur, par exemple, sur ma moto. Par exemple, j'ai pas de constructeur qui me permet de lui passer un moteur. Ce qui aurait été intéressant de dire, bah, la moto, je te passe un moteur parce que tu as besoin d'un moteur. Donc, de lui dire, je te passe un hybride, etc. Et là, on a des patterns en fait qui permettent de résoudre ces problématiques et qui là sont pas du tout respectés. Et je passe un petit peu vite sur le code, hein, je suis désolé, mais vous pouvez demander ce genre d'exemple à ChatGPT, vous verrez les résultats. Et en fait, là, le résultat en termes de conception logicielle est vraiment très moyen, je dirais. Je ne remets pas en cause le code, hein, mais c'est vraiment dans son architecture globalement où c'est plutôt moyen. Et donc, vu que j'ai dépassé un petit peu l'heure, je vais vite aller sur la conclusion et un petit peu ce que je pense de ce truc-là. Et tu l'as déjà un petit peu spoilé, même bien spoilé, Steve. Merci. ChatGPT ou Copilot, en fait, aujourd'hui, c'est pas des dev killers à proprement parler. Sont vraiment des outils. En fait, ce qui risque de tuer le dev, c'est de ne pas apprendre à se servir de ces outils et de ne pas les utiliser. On ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse sur ces outils-là. On va gagner en productivité. On va résoudre des problèmes aussi, parce que là, j'ai pris quelques exemples, mais on a des problématiques particulières où on peut lui demander, où il va nous élaguer un petit peu le sujet, même au niveau algorithmique, pour comprendre comment il fonctionne, comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un véritable outil. Et aujourd'hui, ce qui va tuer les devs à l'avenir, c'est ceux qui ne sauront pas utiliser ce genre d'outils au quotidien et qui ne profiteront pas de l'accélérateur, je dirais, en matière de développement. Aujourd'hui, l'IA, elle n'est pas capable de réfléchir et tu peux pas lui donner une spec et puis vas-y, fais-moi le code. Ça n'existe pas. Il y a besoin de l'humain encore aujourd'hui. Je dis pas dans 10, 15, 20 ans peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et il faut prendre ces outils-là pour ce qu'ils sont et pas croire qu'ils discutent avec nous, pas croire qu'ils vont résoudre tous nos problèmes. C'est pas vrai. Ils peuvent générer du code qui est moyen, voire du code qui est faux par moment. Là, on a fait des exemples assez simples, mais dès qu'on va rentrer dans du complexe, il y a un article sur Programmer là, qui est sorti, je crois que c'était ce mois-ci ou le mois dernier, le mois de juin, je crois, où justement il y a une personne qui lui a demandé de faire, je trouvais ça très, très, très intéressant quand j'ai préparé le 1330 là, qui lui a demandé de faire un jeu, vous savez, le jeu où vous avez un petit bonhomme qui se déplace dans un labyrinthe et puis il rencontre un monstre, il doit se battre contre lui et il faut qu'il trouve le trésor. Donc un jeu relativement simple, relativement basique. Et en fait, il fait toute l'analyse du code. Donc c'est un peu plus poussé que là ce que j'ai pu faire en une demi-heure. Il fait toute l'analyse du code qui a été généré. Alors je crois que non, c'est ChatGPT qui l'a utilisé. Et du coup, il vous donne un petit peu son avis et que je partage grandement, hein. C'est que c'est utile, mais ça doit rester un outil. En revanche, là où ça risque de tuer certains développeurs, et je dis bien certains développeurs, ce sont les développeurs qui aujourd'hui ne prennent pas le temps de la réflexion sur le code qu'ils écrivent, qui prennent pas de recul par rapport à ça et qui en fait n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée hormis le fait d'écrire du code. Bah, ces développeurs-là, oui, ils vont être embêtés. Il va falloir qu'ils montent en gamme entre guillemets et qu'ils ne se contentent plus que d'écrire du code. Il va falloir vraiment apporter un plus parce que ben voilà, écrire du code, l'IA sait faire. Et si on n'est pas capable, en tant qu'être humain, d'améliorer ça, d'aller au-delà finalement de ce que l'IA génère, bah là oui, on aura un problème. Mais je pense que c'est pas encore pour tout de suite quand même. On l'a vu avec les deux exemples que tu as donnés. Sur la partie test unitaire, c'est
hyper bon parce qu'il sait s'appuyer sur un existant qui est déjà contextualisé. Donc là, il déroule et effectivement, comment on va dire, si tu le fais toi, c'est une basse tâche parce que tu sais que, ok, il y a ça, donc tu dois écrire ça. Ouais, tu vois, tu dois l'écrire, tu sais que c'est déjà, ça peut s'autogénérer, et donc lui, il sait le faire. Par contre, dès qu'il y a besoin de, entre guillemets, réfléchir à comment tu dois faire quelque chose, donc là, pas des tests unitaires, mais comme tu as dit, répondre à une demande un peu métier, quoi, à du fonctionnel, là, il a un peu plus de mal, et il ne sait pas résoudre le problème actuel. Lui, il va faire du, entre guillemets, copier-coller depuis sa base de connaissances. Voilà, c'est exactement. Ça et comme tu l'as dit, si l'être humain lui-même ne sait faire que du copier-coller, bah, il n'a pas plus de valeur ajoutée que le ChatGPT. Donc oui, celui-ci, il est en danger. Mais celui qui a la valeur ajoutée qui va bien, c'est comme dans tous les autres métiers, c'est celui-là qui va perdurer. Ah, on a une question de Gros Boule, comme boulet, certainement. En parlant d'accélérateur, vous pensez ou supposez donc qu'il y a un impact sur les délais de production des projets logiciels? Je réponds pour ma part. Si tu prends par exemple la partie test unitaire et que tu utilises ChatGPT pour les générer, tu gagnes déjà du temps. Ne serait-ce que ça. Je vais avoir une autre réponse que toi, Steve. Vas-y, ça tombe bien, on est deux. Ouais, mais on va gagner du temps, mais le truc, c'est de se dire, ce temps qui est gagné, finalement, on va plus s'attacher à faire de la qualité logicielle à côté, et donc du coup produire mieux, des choses mieux, alors peut-être pas de manière plus courte, mais du coup des logiciels qui vont être plus qualitatifs et qui vont être beaucoup plus maintenables. Donc après, c'est un choix à faire entre est-ce que je veux finalement garder la qualité que j'avais et j'accélère les devs parce qu'il y a certaines tâches que je vais automatiser. On l'a vu pour le repository, on a vu pour les tests unitaires, par exemple, c'est des tâches basiques. Donc oui, on peut accélérer là-dessus. Et puis il y a une autre façon de raisonner qui est de dire, OK, je vais accélérer, mais du coup, je vais m'attacher à ce qu'il y ait zéro data technique, je vais m'attacher à ce que mon logiciel soit vraiment nickel, etc. Et donc du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt en termes de qualité qu'on va gagner qu'en termes de quantité. Et notamment, comme tu as dit, sur la maintenance. La partie maintenance, c'est très, très important. Donc, potentiellement pas sur les délais de production. Par contre, les coûts globaux sur l'ensemble du projet, en tenant compte de la maintenance, vont être réduits. On a une autre question. Oui, on va les réduire. Eloneos de Diamant Zulu 21, donc un pseudo particulièrement sympathique, qui nous dit: j'ai aussi pas mal de fois demandé les fonctions à ChatGPT. À chaque fois, c'était approximatif et jamais correct. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous met sur le chemin d'une solution. Donc, c'était pas une question, effectivement, c'était une remarque qui est bien sentie. Merci pour les follow, les amis. Du coup, beaucoup de reviews et de refactoring, oui, tout à fait. Oui, il faut absolument, faut pas faire confiance à l'IA. C'est-à-dire que là, quand vous avez un code, il y a quelques lignes de code quand même qui sont générées. OK, on copie-colle, mais on vérifie derrière ce que ça donne, parce qu'il ne faut pas aveuglément faire les choses. Parce que je pense qu'après coup, ça va devenir plus compliqué de corriger si on commence à copier-coller comme ça du code, finalement, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Ça va être beaucoup plus compliqué de les corriger s'il y a un problème. Très bien, écoutez, c'était drôlement sympathique tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Et je vous fais un petit point sur la semaine prochaine. Nous parlerons de Fluent UI sur Power Apps, dis donc. Et ce sera avec Véronique Prost, qui nous a parlé justement de machine learning il y a quelques mois, dans le 1330. Voilà, merci à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.